Pourquoi ne pas colorer les maisons? Au pays de toutes les inventions, quelle est cette lacune? Fifth Avenue rouge, Madison bleu, Park Avenue jaune, pourquoi pas? Et le manque de verdure? New York n'a pas d'arbres. La médecine a décrété depuis longtemps que le vert en particulier est une couleur indispensable à la vie. On doit vivre dans la couleur, c'est nécessaire comme l'eau et le feu. On pourrait obliger les marchands de costumes à lancer en série des robes vertes, des costumes verts. Tous les mois, un dictateur à la couleur décréterait les couleurs mensuelles ou trimestrielles. Le trimestre bleu, la quinzaine rose. On promènerait des arbres dans les rues, pour ceux qui ne peuvent aller à la campagne. Des paysages mobiles ornés de fleurs tropicales, promenés lentement par des chevaux empanachés. 2 heures du matin. Au hasard des rues, quartier populaire, avenue A ou B, un immense garage de camions, tous pareils, par rang de 6, astiqués comme pour une parade, comme des éléphants, une lumière fixe. Rien ne bouge, j'entre et je regarde, un bruit de grelots ridicule. Au fond à gauche, je découvre le cheval tout attelé. La seule chose vivante dans ce silence de fer, le plaisir de le toucher, de le voir remuer, de le sentir chaud. Cette bête prenait une telle valeur par contraste que j'aurais pu enregistrer tous les bruits que peut faire un cheval au repos. Bruits minuscules, jamais alternés. J'entendais sa respiration, des mouvements délicats, ses oreilles, ses yeux nègres, une tache blanche sur le front. Son sabot ciré, le genou de temps en temps, remuait lentement. Le dernier cheval de transport bientôt. On l'exposera dans une vitrine, le dimanche, et les enfants seront étonnés que Napoléon ait conquis le monde monté là-dessus. Chez l'architecte Corbett avec Isler, c'est l'un des plus grands constructeurs de l'édifice américain. Un grand bonhomme, long, simple. 20 000 personnes à faire vivre dans son building, me dit-il. Voilà mon travail actuel. Ne croyez pas que la solution soit une question d'étage. Non, c'est plus compliqué. C'est une question d'ascenseur. Faire manœuvrer verticalement cette armée, les descendre tous les jours dans les 4 salles à manger qui se trouvent à 20 mètres sous terre. Faire glisser tout cela aux heures voulues. Comme je, la seconde, pas plus. Les projeter dehors sans arrêter la circulation. 6 mois de travail. 10 ingénieurs spécialisés, pas encore trouvé la solution. Problème spécifique américain. Ils sont imbattables dans la rationalisation, dans la série, dans les nombres. Partir du nombre pour donner le confortable à l'unité. Nouveau monde. Ils donnent l'impression de ne s'attarder sur rien. Vie successive et rapide. Détruisez New York, ils le reconstruiront tout autrement. D'ailleurs, ces architectures, quelle cible admirable! Démolir New York. Il n'est pas possible que le maréchal Pétain n'en ait pas eu une seconde, une demi-seconde la tentation. Quel magnifique boulot pour un artilleur. Pas question de guerre, n'est-ce pas, mon général? J'ai fait Verdun sous ses ordres, c'est suffisant. Mais pour le sport, pour l'amour du métier, les Américains seraient les premiers à applaudir. Et alors, que verriez-vous? Quelque temps après, une nouvelle ville s'édifierait. Devinez comment. Je vous le donne en 1000. En verre. En verre. Leur dernière invention est celle-ci. Les ingénieurs ont trouvé le moyen de faire du verre avec du lait caillé, moins cher que le béton. Vous imaginez le problème? Toutes les vaches américaines travaillent à la reconstruction de la capitale. New York transparent, translucide, les étages bleus, rouges, jaunes. Une féerie sans exemple, la lumière déchaînée par Edison, transperçant tout cela et pulvérisant les architectures. Les quartiers populaires sont beaux à toutes les heures. Il y a une crudité, une telle richesse de matières premières, quartiers russes, juifs, italiens, chinois. 3e avenue, le samedi soir et le dimanche, c'est Marseille. Les chapeaux roses pour les nègres,
des vitrines où vous trouvez une bicyclette accrochée au-dessus d'une douzaine d'œufs, piqués en ordre dans un sable vert. Des poulets plumés suspendus à contre-jour, présentés sur fond noir, danse macabre. Une vie décorative, intense, valorise à l'infini l'objet à vendre. La tenue des sans-travail, rien ne les distingue que le fait qu'ils marchent moins vite. Entassés dans les squares, coude à coude, ils ne se causent pas. Ces foules sont silencieuses. L'individu reste isolé, ne communique pas. Il lit ou dort. Wall Street le jour, trop décrit, mais allez y voir. Wall Street la nuit, Wall Street à 2 heures du matin, dans la lune éclatante et sèche, le silence est absolu. Personne dans ces rues étroites et étranglées par la projection violente des lignes coupantes et des perspectives multipliées à l'infini vers le ciel. Quel spectacle! Où est-on? Un sentiment de solitude vous oppresse comme dans une immense nécropole. Le pas résonne sur le pavé, rien ne bouge. Anéanti au milieu de cette forêt de granit, un tout petit cimetière avec de tout petites tombes, si humbles, si modestes. La mort se faisant petite devant l'exubérance de la vie qui l'entoure. Le terrain de ce petit cimetière est certainement le plus cher du monde. Les businessmen n'y ont pas touché. Il reste là comme un point d'arrêt, une cassure dans le torrent vital. Solutionner la mort, ultime problème. Wall Street dort. Continuons la promenade. J'entends un faible murmure régulier. Wall Street ronfle? Non, c'est une perforeuse qui harmonieusement commence son travail comme un travail de termite. Aucun bruit. C'est la seule partie de New York qui dorme vraiment. Il faut digérer les chiffres de la journée, les additions, les multiplications, l'algèbre financière et abstraite de ces milliers d'individus tendus vers le grand problème de l'or. Wall Street dort profondément. Ne le réveillons pas. À 30 mètres sous terre, dans le rocher, les caves d'acier de Leaving Bank. Au centre, des coffres-forts aux serrures magnifiques et brillantes, complexes comme la vie même, un poste de police où quelques hommes veillent. Des microphones ultrasensibles leur apportent les moindres bruits de la rue et les bruits perçus sous les voûtes d'acier de la banque moderne. Une mouche qui vole, ils entendent voler la mouche. Un vieux nègre déambule dans les rues en chantant doucement une vieille mélodie du Sud. Une chanson monte, se perd dans les architectures, mais elle aussi descend au microphone, qui, sous terre, enregistre discrètement la vieille chanson du Sud. Wall Street ne dort pas, Wall Street est mort. Je repasse devant le petit cimetière. Ce ne sont pas les plus grandes banques du monde, non. Ce sont les plus orgueilleux tombeaux de famille des grands milliardaires. Là reposeront les Morgan, les Rockefeller, les Carnegie. Comme de nouveaux pharaons, ils ont édifié leurs pyramides. Ils seront enterrés debout comme des demi-dieux, et comme ces géants modernes deviennent légendaires et immortels, on leur a creusé 1000 fenêtres pour que le peuple sache que peut-être ils ne sont pas morts, qu'ils respirent, qu'ils reviendront encore une fois pour étonner le monde par de nouvelles conceptions cyclopéennes. Wall Street est l'image de l'Amérique audacieuse, de ce peuple qui agit toujours et ne regarde jamais derrière lui. New York, Moscou, les deux pôles de l'activité moderne. La vie actuelle est concentrée là. Là seulement on ose l'expérience dangereuse dont les autres profiteront. New York, Moscou, Moscou, New York, Paris en observateur. Georges Duhamel est venu en Amérique avec, dans sa valise, sa conception de français moyen, et à côté, dans la même valise, il avait des pantoufles. Peut-être n'a-t-il pu s'en servir, et cela l'a mis de mauvaise humeur. On ne se sert pas encore de cela ici. C'est pour cela que les Américaines ont de jolis pieds, et sont des reines. Il ne faut jamais en vouloir à la locomotive qui, en passant à 100 à l'heure, fait envoler votre chapeau.